Aujourd'hui, je suis chez Kaevan qui me reçoit pour qu'on tourne un podcast. C'est le premier de la saison, de la 3e saison de Pain sur la planche. Kaevan, comment tu vas? Ça va bien. Dans un appartement esthétique. Dans un appartement très esthétique. On a galéré. Franchement, je tourne souvent à l'extérieur et tout. Je suis trop content de tourner chez toi parce que je te l'ai dit, mais c'est trop stylé. Il y a tout qui est Instagrammable. Ça se voit que t'aimes bien faire les trucs propres, que tu sois bien dans ton environnement. Ouais. C'est aussi que tu passes le plus clair de ton temps, j'imagine. Moi, je passe ma vie ici, donc si j'aimais pas l'endroit où je vivais, non, tout a été travaillé justement pour que. Voilà. Tu te définis comment toi, ton métier? Oh waouh. La question. Comment je définis mon métier? Parce que t'es illustratrice. Ouais. Ça fait pas de doute. C'est sûr. J'ai une boutique, j'ai des réseaux. En fait, j'avais dit la dernière fois, c'était juste, je fais toutes mes passions réunies et je réussis à gagner ma vie en faisant toutes mes passions réunies. Donc c'est un peu un peu de tout quoi, parce qu'il y a de la photo, de la vidéo, du dessin, de la peinture. Il y a des trucs avec des maisons d'édition, il y a des trucs aussi toute seule. Comment je dirais finir mon métier? T'es une artiste. Artiste. Voilà, le grand mot. C'est une artiste. Mais c'est trop stylé parce que moi j'ai commencé pour la petite anecdote, j'ai commencé le dessin en 2020. Ouais. En 2020, je regardais les vidéos de certaines personnes, genre Johan Baumal, je sais pas si tu vois, qui fait des vidéos sur le dessin aussi. Ouais. Et les tiennes. Ah du coup, ouais, pour moi, être ici, c'est hyper stylé. Tu vois, genre, ça fait un moment que je regardais tes vidéos, surtout avec les devantures. Ouais. Et je trouve que c'est trop stylé. C'est aussi ça un peu qui t'a fait connaître dans les devantures. Ouais, de ouf. C'est vraiment les devantures qui a bien pris sur les réseaux, bizarrement, mais tant mieux parce que c'est ce que je préfère, donc ça me va. C'est ça. Mais c'est vrai que les devantures, ça. Ouais. Ça a grave bien pris. Et pour ton parcours, toi, t'as toujours voulu faire de l'art. Ouais. Oui, c'est un truc, c'est dans les veines. C'est dans les veines, c'est dans. Ouais, non. Non, depuis que je suis petite, c'est de l'art. Mais avant, c'était surtout pas le dessin comme ça. Moi, c'était vraiment la peinture. Ouais. Peinture pure et dure depuis que je suis petite. J'ai toujours voulu être peintre et ça a jamais changé. Et ça vient d'où? De Paris, bizarrement. C'est vrai? De ma mère, ça c'est sûr. Elle kiffe la peinture et elle m'a vraiment baignée dans tout ce qui est musée. Et je me souviens parfaitement de quand est-ce que j'ai voulu devenir peintre. On est parti au musée d'Orsay ici à Paris et c'était une expo sur l'impressionnisme, donc Monet évidemment, et plein d'autres créateurs et de peintres. Et j'ai vu les tableaux, je me suis dit c'est ça que je veux faire plus tard. Et en fait, c'est resté cette phrase de c'est ça que je veux faire plus tard, la peinture. Ah, c'est vraiment très précis comme moment. Très précis. C'est hyper stylé. Vraiment hyper précis et ça n'a pas changé en même temps. De là, donc tu dessines, j'imagine, toute l'enfance, tout le collège, ouais, tout le lycée, ça dessine à Bâle. Ça dessine à Bâle. T'arrives en études sup, tu te diriges dans un secteur qui est artistique. Ouais. Mais qui est pas directement la peinture, tu fais pas les beaux-arts ou quoi que ce soit. Non, parce qu'en gros, déjà, moi, j'étais la seule chose que je gère dans ma vie, c'est l'art. Sinon, moi, j'étais... Wow. c'est dit. J'étais vraiment en échec scolaire. J'étais vraiment la dernière de la classe du collège, tout le collège, toute la primaire. Au lycée, on m'a fait changer parce que j'étais en lycée général. Puis après, au bout d'un moment, les parents, ils voient que t'es pas heureux, en fait, parce que moi, je passais mes soirées à peindre et pas à faire mes leçons, ce qui est très mauvais, d'ailleurs, je ne savais pas. Mais, ils se sont dit, en fait, elle est pas heureuse du tout dans le général, on va trouver quelque chose qui peut être intéressant, et ils avaient trouvé le bac pro communication visuelle et plurimédia. Okay. Donc là, c'est vraiment des études autour de l'art, et tout est, même le français, même les maths, sont faits en sorte que, y a un lien avec l'art. Ah ouais? Donc en fait, de dernière de la classe, je suis passée en première de la classe, et j'ai grave géré et adoré en fait ces études. Tu t'es épanoui Vraiment épanoui, et c'était le moment où en fait le design graphique, tu utilises tout ce qui est la suite Adobe. Donc c'est là où j'ai découvert suite Adobe. Beaucoup de dessins, beaucoup de croquis dans les rues. C'est pourquoi je pense que j'aime. Elle me faisait croquer tout le temps. C'était vraiment le running gag. Donc quand tu faisais beaucoup de croquis en extérieur. Ouais, mais c'était par les profs. Les profs nous disaient de croquer. Ah non, ok, c'est les devoirs un peu. C'était d'aller. Et ils nous emmenaient aussi. En fait, on avait des cours où on allait à l'extérieur, à Lyon justement, devant Opéra, et on croquait l'Opéra pendant des heures ou les rues pendant des heures. On avait même fait un voyage en Espagne à Barcelone pendant une semaine, et on croquait dans les rues à Barcelone. Dans la Sagrada et tout. Ouais. Quel enfer. Ouais, dans les métros aussi, ils nous faisaient croquer, et on avait vraiment, ils nous avaient fait acheter des carnets noirs mais bien épais. Pour ceux qui ont fait des études d'art, ils voient, c'est des gros carnets A3 gigantesques, et t'étais dans la rue comme ça, assis par terre en train de dessiner sur ton énorme carnet. Donc dessiner dans la rue et les bâtiments, en fait en soi, du coup j'ai commencé surtout là avec cette prof qui nous faisait croquer partout. Puis après, bac pro, je suis partie en game art, donc je travaillais dans le jeu vidéo après. Pourquoi le jeu vidéo? Est-ce que ça rejoint peut-être un début de chaîne YouTube? Non, pas vraiment. J'étais très intéressée à ce moment-là, en fait, par les musées interactifs, musées 3D, tout ça m'intéressait de ouf.
Et j'avais fait plusieurs portes ouvertes de Beaux-Arts. Et les Beaux-Arts, en vrai, je voulais qu'on m'apprenne des choses parce que j'avais à ce moment-là à Lyon, il est décédé depuis, mais il y a un peintre, pas impressionniste, un peintre c'est un peintre hyper réalisme. Okay. Qui en fait ouvrait le soir son atelier et tu venais voir peindre et en même temps tu ramais ta peinture et voilà, c'était un sorte de cours en quelque sorte pendant 2-3 heures. Et du coup je voulais qu'on m'apprenne en fait les techniques de base de l'art et de la peinture. Donc les Beaux-Arts, quand j'avais fait des portes ouvertes, ça m'avait pas intéressé, j'étais pas trop Parce que tu retrouvais déjà ça avec ce peintre là ou Bah parce que c'est ça, j'avais déjà des bases et en fait eux justement ils te disaient qu'ils donnent pas trop les bases. Après je pense que ça dépend des Beaux-Arts, mais bien que sûr. C'est sur la porte ouverte que j'ai fait, mais ils nous disaient vraiment genre vous avez quartier libre, nous on donne le matériel, après on va en quelque sorte vous apprendre la technique, ça sera plus à vous d'apprendre de votre coin. Et moi je voulais vraiment des cours plus précis, donc je suis partie c'est une histoire aussi dans le game artiste dans le jeu vidéo. Un peu parce que j'avais une pote aussi qui m'avait dit un après-midi, genre je vais faire une porte ouverte dans cette école à Lyon, et du coup je l'ai suivi et en fait de fil en aiguille, je me suis dit en vrai c'est la nouvelle art en quelque sorte, parce qu'il y a le 3D, c'est l'art moderne. C'est l'art moderne quoi. C'est le moment où tu vas apprendre à modéliser en 3D, que tu vas apprendre à animer, le jeu vidéo peut-être. Donc c'est ce que tu faisais là-bas, de la 3D, de l'animation, texture et tout. Tout ce que tu fais pas maintenant. Tout ce que je fais pas du tout. C'est là j'ai compris que voilà. Tu commences quand tes études? 2016, 2015? En jeu vidéo? Ouais. C'est une bonne question, ça. Quand est-ce que j'ai commencé ça? 2016, je crois, oui. 2016, 2017. Enfin, ouais, je pense. Ok. 2016, à peu près dans ces eaux-là. En 2018, tu lances ta chaîne YouTube? C'est ça? Donc, pendant tes études. Chaîne YouTube. Ah, t'en avais une précédente? J'en avais une précédente. Je suis sur YouTube, mais depuis mes premières peintures. C'est vrai? Ouais. Voilà, donc vieille de YouTube. Ouais. Et là, ta première vidéo que tu postes, justement, ça fait écho à ce que tu kiffes, c'est de la peinture. Les grands cercles? Les grands cercles. C'est chez toi? Justement, ouais, c'est chez moi. Et les grands cercles, c'est sur le mur là, c'est ça? Exact. C'est un repost du coup d'une vidéo que j'avais déjà postée sur ma première chaîne. Ouais. Okay. J'ai voulu tout recommencer de zéro. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai tout recommencé une chaîne. Nouveau départ. Voilà, nouveau départ. Bonne résolution, nouveau départ. Tu recommences à zéro. Mais ouais, c'est vrai. Okay. Ouais. Donc tu fais ça et après t'enchaînes avec pas mal de vidéos. Enfin. Pas mal, quelques-unes sur les jeux vidéo justement, où tu dis cette chaîne ça sera principalement du storytelling autour du jeu vidéo, sur l'art dans les jeux vidéo, etc. Ah oui, ouais. Alors qu'en fait c'est un mensonge. C'est un mensonge total, mais YouTube c'est un mensonge. Oui, parce que du coup j'avais ouvert cette chaîne, c'est vrai, et j'avais mon concept qui était où vu que je travaillais j'étais étudiante dans le jeu vidéo, je voulais parler de l'art dans le jeu vidéo. Avec Overwatch, tout ça. Detroit Become Human. Et en fait, c'est des montages tellement gros et tellement puissants. Et j'étais étudiante, donc et en même temps chronophage. C'est hyper chronophage le montage. Et je passais des mois, je crois que je passais 2-3 mois des fois de montage. Et autant j'adorais vraiment. Et c'est les premières vidéos en vrai YouTube où j'ai eu des retours de personnes vraiment qui ont adoré ça et qui même encore maintenant me demandent encore que je continue le concept. Et je veux continuer. En vrai, j'ai encore l'idée de continuer. Je n'abandonne pas. 7 ans en vrai, j'abandonne pas. Mais je veux toujours continuer. Mais c'est que maintenant, après 3 ans d'ouverture, que j'ai heureux du temps qui peut être consacré. 3 ans d'ouverture de boutique parce que aujourd'hui je sais pas, mais il y a encore quelques semaines, c'est ce qui te prenait tout ton temps. Tout mon temps. Mais ça, il y a une partie après qui m'intéresse pas mal sur un peu la répartition, tu vois, genre de ton travail, genre combien de temps à dessiner, combien de temps à tout ça. D'abord, on va finir le petit parcours dans l'art, exactement. Et c'est durant tes écoles, ton école à Lyon que tu pars au Canada, ou c'est un truc après? C'était à la fin des études de game artist. 3 ans? Ouais, 3 ans. Ok. À la fin, en fait, soit tu pars en stage pendant plusieurs mois, soit tu fais une demi-année dans une école au Canada. Et moi, en fait, j'ai toujours voulu voyager, toujours bouger. Et les stages, quand j'étais en études, en bac pro, on en fait énormément. J'ai fait vraiment 6-7 stages assez énormes dans des super boîtes. C'est quoi, des ateliers, j'étais graphiste à ce moment-là, donc ça dépendait un peu. J'ai fait chez Handicap International où on faisait tout ce qui était communication sur Internet, ou dès que tu fais des petits graphismes ou autres, c'était moi qui les faisais. J'ai fait chez Lise Charmel, donc c'est les sous-vêtements, et je faisais des détourages de sous-vêtements. Donc ça m'a appris du coup à détourer des trucs sur Photoshop. J'ai fait quoi aussi? J'étais chez Point S. Et du coup chez Point S, je devais créer des genre les pneus là?
les pneus. Et j'avais créé des faux magasins de .s parce que du coup, quand ils faisaient des provisions, genre ils se projetaient en mode je vais acheter ce garage-là, comment ça peut rendre avec .s. Et du coup, je faisais du montage Photoshop de magasins de .s. Vraiment, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et j'avais fait quoi? Enfin, j'avais fait chez une imprimerie, c'est là où mon premier stage était chez une imprimerie, ce qui m'a beaucoup d'ailleurs apporté. En fait, tous les stages que j'avais fait étaient trop cool, tous dans des univers totalement différents, mais m'ont grave apporté et que j'utilise encore au quotidien les choses que j'ai appris là-bas. Trop bien. Mais du coup, les stages, je connais, donc je voulais vraiment faire une école internationale, c'était le truc qui me plaisait le plus. Et du coup, je suis partie à Montréal, au NAD, qui est une école de jeux vidéo en plein centre de Montréal, et je suis restée une année là-bas, c'était trop bien. Ah ouais, t'as kiffé? Ah voilà, oui. Oh là oui. Bah, je crois qu'il n'y a pas une meilleure expérience que partir dans une école à l'autre bout, quoi. Même parce que tu vois, je trouve, c'est un avis personnel, mais que les ouvertures à l'étranger sont généralement attribuées à des secteurs, tu vois, genre l'ingénierie, le commerce. Ouais. C'est hyper enclin à faire un Erasmus ou je sais pas quoi. Par contre, dans l'art ou des choses comme ça, dans l'art, c'est différent et c'est rare. Par exemple, dans mon bac pro, je sais qu'ils avaient un lien avec l'Espagne. Où ils avaient des grosses écoles d'art espagnoles qui prenaient les étudiants. Après, le jeu vidéo, le centre du jeu vidéo se trouve à Montréal, donc c'est là où t'as toutes les plus grosses boîtes. Les écoles, elles sont super bien et super poussées là-bas. Et donc ça, c'est toi qui as fait la démarche d'aller chercher cette école? Non, c'est le lien, c'était en lien avec mon école. Ouais, c'était en lien. Et ça a complété, c'était une année sup, C'était des trucs en plus, en vrai. J'aurais pu finir mes études avant. Moi, j'avais déjà j'avais déjà mon diplôme en soi. C'était vraiment que du plus. Et surtout que c'était trop bien, c'est que tu choisissais les cours que tu pouvais avoir. Donc moi, j'avais pris quoi? Concept artiste. Concept artiste. J'étais directrice artistique et concept artiste. C'est ce qui te faisait kiffer à ce moment-là? Ouais. C'était mon truc dans le jeu vidéo déjà de base. Dans tous les ateliers, dans tous les trucs quand on était en team à chaque fois, moi c'était concept art DA. Et j'ai continué et de base je devais partir j'avais fini mes études là-bas du coup au Canada et je devais être embauchée dans une boîte au Canada à Montréal, sauf que le jour même de signature du visa en quelque sorte, il y a eu le Covid. Donc c'est vrai? Ouais, le jour même. Donc t'es rentrée à cause du Covid? Ouais. Vraiment, c'était en fait j'avais eu mon interview du coup avec interview, c'est l'entretien d'embauche, ouais. Je l'avais eu et le jour même où ils m'ont dit bon c'est bon, t'es pris, envoie-nous tous les papiers pour le visa, etc. Moi je devais rentrer dans 2 semaines, 2-3 semaines en France pour du coup enclencher et revenir en enclenchant un vrai visa du coup, parce que j'étais en visa étudiant ou un truc comme ça, et là je devais vraiment enclencher une vraie démarche pour s'installer là-bas officiellement, etc. Visa travail cette fois-ci. Et en fait le jour où je reçois ce mail, ma mère m'appelle, il était 6-7 heures du mat au Canada, elle me dit alors le président il va fermer les frontières, tu vas pas pouvoir rentrer dans 3 semaines, va tout de suite maintenant à l'aéroport et vois si tu peux rentrer. Du coup je fais comment ça? Bon après elle m'a laissé le truc en mode tu peux rester. On sait pas, parce qu'à ce moment-là on savait pas ce que c'était le Covid. On entendait beaucoup parler en France mais pas du tout au Canada. Enfin pas beaucoup, du moins ils avaient pas peur du tout, et c'était moins sérieux à Montréal, donc on était plus en mode elle me laissait, tu vois, un peu en mode est-ce que tu rentres ou pas, et du coup je rentre quand même parce que je vais pas me retrouver dans ma coloc sans papier du coup parce que mon visa se finissait, enfin bref. C'est ça. Donc je suis allée à l'aéroport, ils m'ont dit oui vous avez un vol, on peut vous décaler le vol pour cet après-midi, donc direct je suis rentrée. Sachant que à ce moment-là toi t'envisageais du coup une suite au Canada. Ouais. Pour moi, tous les plans qui. Ouais. Pour moi, je partais pour Montréal pendant plusieurs années, quoi. Tu rebondis comment de ça? En vrai, pas trop mal, parce que j'étais là, mais en soi, c'était cool dans le jeu vidéo, mais je savais que c'était un tremplin. Moi, je voulais juste passer 3 voire 5 ans de début dans le jeu vidéo en tant que du coup j'étais pris comme concept artiste junior, et je me suis dit bon ça va être un rebond pour plus tard, continuer dans la peinture, dans ça. Et en fait j'étais déjà sur Twitch à ce moment-là. Je streamais du Canada, ça prenait un petit peu, YouTube prenait un petit peu. Il y avait déjà un peu tous les réseaux qui prenaient. Donc je suis rentrée, je me suis dit pour moi ça allait être j'attendais que le Covid passe pour enclencher avec cette entreprise. Exactement. Du coup de revenir. Ouais. Et en fait deux mois ça passait en 1 an. C'est ça, c'est que ça durait beaucoup trop longtemps. Ça durait beaucoup trop longtemps, et moi du coup je continuais à streamer tous les jours, et en fait pour moi Twitch c'est le moment où ça avait explosé. Du coup en fait tout a continué pour moi, et rapidement moi j'ai pu avoir mon premier salaire en tant que freelance, et du coup je me dis bon est-ce que du coup ça sert à quelque chose que parce que du coup est-ce que Twitch t'apportait des clients? Ouais. Ok. Ouais, j'avais Twitch m'apportait des clients, j'avais déjà des connaissances aussi qui m'apportaient des contrats et des choses à faire.
Et en même sur temps l'illustration. Sur l'illustration, c'est à ce moment-là que j'avais fait une illustration pour Chrono Music. Okay. Il avait fait une playlist Lofi Animal Crossing et j'avais fait ça et j'avais pas, mais ça m'avait apporté beaucoup de visibilité aussi cette petite illustration. J'avais pas mal de clients par-ci par-là. J'ai Twitch aussi qui rémunérait un peu et j'avais lancé du coup ma micro boutique avec 2-3 prints quoi. Sur Etsy. Sur Etsy, ouais. Ok. Et c'est un peu tout quoi. Donc pendant tout le Covid, tu fais ça. Tu fais aussi, tu continues aussi parce qu'au Canada, tu faisais encore des vidéos YouTube. Oui. Au Canada, j'en faisais un petit peu par-ci par-là, ouais. Plus vlog. Plus vlog, ouais. Plus vlog. Clairement. Ok. Donc la fin du Covid, t'as un petit peu un patchwork, enfin un assemblement de plein de choses. De plein de choses qui font que en fait t'es en mode ok, je peux dessiner et fonctionner comme ça. Et vient un moment où tu te dis peut-être Etsy, on va changer, on va ouvrir ma boutique. Ouais, Etsy. Qu'est-ce qui te motive à ouvrir une boutique? Parce que Etsy, c'est quand même hyper facile. C'est hyper facile et je le conseille de ouf et à chaque vidéo, à chaque fois que les gens me demandent des conseils, c'est Etsy complètement à fond. Ça m'a motivé parce que une de mes meilleures amies, elle travaille dans les sites internet et elle crée des sites pour des boîtes et des entreprises. Donc elle m'a dit tiens, en vrai quand tu veux je t'en fais un sans souci. Et aussi parce que Etsy c'est très cool Etsy, sauf qu'ils te prennent une charge. Ils prennent énormément. C'est quoi le pourcentage sur Etsy? Je sais plus réellement le pourcentage qui prenait, mais c'était, je sais plus en vrai, j'avoue. Sachant qu'en plus de ça, en plus du pourcentage qui est pris par Etsy, tu payes aussi l'URSSAF. T'étais déjà déclaré à ce moment-là? Ouais. Ok, donc j'avais l'URSSAF, j'avais Etsy. Non, le pourcentage il partait beaucoup, donc je me suis dit autant je me concentre une bonne fois pour toutes à faire mon site, mais j'ai tardé. Etsy, je suis restée très longtemps sur Etsy en vrai. Combien de temps? Etsy, je crois que je l'ai fait. Ça fait 4 ans que ma boutique existe. Ça fait 2 ans, je crois que je suis sur Shopify, donc 2 ans sur Etsy, je crois. Ok. Donc en vrai, je peux pas rester sur Etsy. Mais après, c'est bien, comme tu dis, pour se lancer, pour faire ses armes. Et à ce moment-là, c'est quoi? C'était des devantures que tu mettais dessus? Non, c'était les illustrations que je faisais sur Twitch. Je faisais de la peinture, donc il y avait une illustration qui est encore d'ailleurs que je vends encore, c'est une peinture de Tokyo. Okay. Il y avait 2 portraits aussi de personnes. En fait, c'est des choses que je faisais sur Twitch et que dès qu'il y avait un peu d'engouement derrière où les gens disaient tiens, ça là j'aimerais vraiment la voir. Ah, donc les gens connaissaient ta boutique via le Twitch. Twitch, ouais. Okay. Parce que vraiment ce qui avait pris pour moi, c'est en premier lieu, c'était Twitch. Twitch c'est avant Instagram, avant YouTube, avant tout. YouTube, j'ai galéré, même encore maintenant, je galère en vrai, mais Twitch c'est la première fois que ça m'arrive que ce que je fais, ça a un impact de ouf quoi. Mais après, il y a aussi un truc, c'est que si je me trompe pas, c'est un sujet où je voulais venir plus tard, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler maintenant, c'est que tu te butais sur Twitch. Je me butais de ouf. Ouais, non, voilà. Ouais, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai arrêté, parce que ça devenait maladif. Hein. Ouais. Ouais, je streamais le matin et l'après-midi. Et le matin, généralement, c'était du digital, et l'après-midi, c'était de la peinture. Et des fois, c'était pas, je streamais pas le matin et l'après-midi, mais je streamais du matin jusqu'à l'après-midi, mais sans manger. Donc j'ai arrêté à un moment où je mangeais plus midi, genre. Je streamais. Et en même temps, je streamais tous les jours, et j'avais du mal à partir en vacances, j'avais du mal à partir en week-end, j'avais du mal à sortir, et si pendant 2 jours, je streamais pas, j'étais en mode, waouh! Mais au-delà de ça, est-ce que t'aimais streamer ou... J'adorais ça. Ouais, j'adorais ça. Ça me manque beaucoup et je prends sur moi pour pas allumer les lives tous les jours. Ah ouais? Ouais, j'adore Twitch. Mais est-ce que ça te mettait pas une pression un peu supplémentaire de streamer? Je veux dire, quand tu dessines tout seul, c'est peut-être moins... Je sais pas, hein. Non, toi, t'étais hyper à l'aise avec... Ouais, hyper à l'aise. J'avais pas de problème à dessiner et parler en même temps. Okay. Ça, il y avait aucun souci. Non, j'étais pas plus le stress de vouloir tout le temps streamer quoi finalement. Ouais. En fait ta vie elle passe, tu te rends compte ça fait. Parce que là ça fait 1 an que t'as pas streamé. Oui. Et là depuis une semaine je suis à 2 doigts. Regarde j'ai réinstallé tout mon setup donc je suis à tout moment il y a un live qui saute là. La boutique s'ouvre. C'est à ce moment-là que tu fais aussi un gros projet que t'as depuis longtemps, depuis le Canada, un Inktober du Canada. Ouais, l'Inktober, le tarot, le fameux. Le fameux tarot. Oh, le fameux tarot. Qui est ton plus gros projet jusqu'à présent? Ouais, jusqu'à présent, je pense. Il y a en deuxième lieu, il y a le plus gros projet, c'est le tableau que t'as derrière toi, là. Il est immense. Celui-là, c'est l'original? C'est original, ouais. Je l'ai ramené. Je viens juste de le ramener. Il était à la campagne la semaine dernière encore. Je viens juste de le ramener. Je ferai une petite incruste, parce qu'il est hyper stylé. Tout au bic? Tout au stylo, ouais. Tout au stylo. Je crois que 36 stylos ou 60, je sais plus, 36, je crois, sont décédés sur ce tableau. Et ça, c'est une ref ou c'est non, de tête. De tête, c'est le moment où je streamais beaucoup. C'est là complètement malade.
C'est hyper stylé, mais t'es malade. C'est le moment où, en gros, je streamais beaucoup. Et le premier live que je fais de ce truc, en fait, j'adore faire des grosses peintures, sur la peinture sur le mur. Oui, exactement. Tous les gros formats et tout, j'adore. Et c'est le moment où je faisais beaucoup de stylos, de live, comme le dessin que t'as derrière toi, c'était des choses que je faisais en live et c'était en petit format, quoi. Et ça, c'est avec des liners Ça, c'est sur Photoshop, mais Photoshop, celui juste au-dessus, c'est de l'encre de Chine. Okay. Et je faisais beaucoup de live comme ça, noir et blanc, de paysages japonais. Et vu que moi j'aime les grands formats, un matin je me suis chauffée à faire ça en live. Et le jour même où je lance ça, je me fais raid par Samuel Etienne. C'est vrai? Ouais. Et c'était vraiment le début de Samuel Etienne. Je crois que j'étais la deuxième personne qui raidait. Okay. La première c'était Pipipin, après c'était moi. Et c'est le moment où il commençait à faire ça, donc il y avait un énorme impact. Et on s'est retrouvés, je crois, 8000 devant le live en faisant ce truc. Va faire un dessin comme ça, hyper fin, avec des tout petits traits. Quand t'as 8000 personnes qui te regardent, mon doigt était comme ça en mode alors bonjour. Comment je réponds à toutes ces questions? Parce que c'était quoi d'habitude? C'était une centaine de personnes que t'avais? Ouais, environ. Et là donc tu fais un x80 dessus? Ouais, c'est ça. Alors déjà arriver à 100 personnes sur Twitch, c'était fou. Ouais. Surtout dans du dessin. Surtout faut dans mettre le dessin. en contexte parce que le dessin c'est pas ce qui ramène le plus de gens sur Twitch. Du tout. Et t'arrives à un moment où ça fonctionnait super bien déjà sur Twitch. On était à plus de 100 à chaque fois. On était autour de, je crois, 120, 130. Et là, 8000 personnes. Je fais waouh! Oh waouh! Heureusement, c'est un jour où je me sentais à l'aise, où je me sentais plein d'énergie et tout. J'étais en forme. Et le live s'est trop bien passé. Je me rappelle, j'avais trop de bons souvenirs. Il y avait grave un bon truc qui s'était passé. Et du coup, après, ça avait à chaque fois tous les lives que j'avais fait avec ça, il y avait beaucoup de gens qui. T'en es fier de ce dessin? Ah ouais? Je le déteste. Je veux plus me le voir. Après, parce que j'ai passé 3-4 mois. Tu vois des défauts là? Ah ouais, de fou. Ok. Parce que j'ai progressé, je pense, en plusieurs années entre quand je faisais ça et maintenant. Ça c'était quand? Ça c'était il y a bien 3 ans. 3 ans maintenant parce que ma boutique, je suis freelance depuis 4 ans. La première année, j'ai sorti ça. Et c'est la première chose qui a le plus fonctionné dans ma boutique, du coup. Après, je l'ai scanné, mis en print, je le vendais en format A0, qui est le format original, et A1, et je les emballais, et je les envoyais. C'est lunaire. Toute une période. Et c'est une toile, ça? Ouais, c'est une toile. C'est pour ça que ça a niqué tous mes stylos. Bah ouais, ça devait absorber de fou. Ouais, ok, je vois. Donc, ça, c'est forcément un très gros projet, mais celui sur lequel je voulais t'amener, c'était le tarot, parce que je pense que le tarot, c'est à la fois un projet que t'as eu depuis longtemps, que t'as mis du temps à concrétiser, mais qui a été dur aussi à concrétiser, parce que c'était une étape, mais complètement au-dessus de tout ce que tu avais fait en termes entrepreneurial aussi. Ouais, de ouf. Et je pense que quand j'ai commencé, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Et j'ai été un peu pris dans tout ça. En soi, c'est un jeu classique, mais en plus, t'as 20 cartes majeures, le soleil, la lune, etc. Et du coup, toi, t'as dessiné 80 cartes en tout? C'est 78 au total. 78? Ouais. Et ça, c'était un Inktober du coup au Canada. Donc, je finissais cette dernière année d'études, là. Comment tu fais tenir 80 illustrations sur 30 jours? Du coup, c'était pas 80. Alors. Okay. Parce que là... non, c'était un. Je précise aussi pour ceux qui connaissent pas, le Inktober, c'est un challenge en octobre. On est en octobre d'ailleurs, où chaque jour il y a un thème qui est donné en fonction de la liste que tu fais, et il faut faire un dessin ancré chaque jour. C'est ça. Et donc toi, tu t'étais lancé sur le tarot de Marseille. Sur le tarot de Marseille, il y avait une liste de tarots parce que j'aime pas trop en vrai l'original Inktober. C'est pas des thèmes et j'aime bien en fait avoir une DA définie pour chaque Inktober. Et là, j'avais pris le tarot. J'étais vraiment à la fin de mes études. C'est le moment où, en plus de ça, non seulement je suis à la fin de mes études, on est en train de faire un jeu vidéo avec toute ma classe. En même temps, je suis à Montréal. En même temps, je me suis dit, est-ce que je ferais pas une vidéo par jour sur YouTube en même temps? T'as fait ça? Ouais. J'ai filmé tout, Linktober, du coup, et en plus un dessin tous les jours et un réel tous les jours. Donc, il y avait un réel, une vidéo YouTube et un dessin de Linktober et en plus mes études à côté. Vraiment, C'est possible, ça? Non, j'ai pas tenu. C'est pas possible, hein. Non, c'est pas possible. J'ai tenu 20 dessins, en vrai. J'avais fait 21 illustrations de Linktober à ce moment-là. YouTube, j'avais un peu tenu. Mais je pense qu'on est on est sur pareil, je crois une quinzaine de vidéos, même pas, mais la plupart je les ai mis en privé parce que là c'est honteux. Et j'avais pas fini, mais j'avais 20 cartes. Et c'est à ce moment-là où j'avais déjà mis la papesse. La papesse, c'est une carte du coup du tarot. Et elle avait grave fonctionné sur les réseaux, je me rappelle à cette époque-là, alors que j'étais pas vraiment sur les réseaux non plus. Et 3 ans après, en freelance, je me chauffe à reprendre le projet, quoi. Finesse. Et ça a été toute une autre période de cette vie. Waouh. C'était sombre.
Bah c'est ça, parce qu'en gros moi j'avais fait 20 croquis Wellingtober. Après je me suis chauffée en me disant tiens bon ce projet je l'ai adoré, les gens l'ont kiffé aussi, viens je le pousse, j'en fais un vrai tarot. Sauf que du coup les 20 cartes que j'ai fait pour finir un vrai tarot c'est 78 cartes, donc 78 illustrations. Mes illustrations que j'avais fait à l'époque déjà je grandis aussi parce qu'il y avait 2-3 ans de différence, donc à cette époque-là en plus ça te plaisait moins peut-être ce que t'avais fait parce que t'avais pris du niveau, donc tu voyais des défauts. Okay. Donc voilà, donc il fallait tout reprendre aussi, puis après vraiment poser une vraie DA, pas une DA que t'avais commencé à croquer, donc j'ai dû tout reprendre, faire mes 78 illustrations, et je les avais fait un peu en live sur Twitch, puis à un moment je me suis chauffée, je me dis bon, j'aimerais qu'ils sortent pour Noël, donc là vas-y j'y vais, et du coup je dessinais mes jours et nuits, et nuits. Est-ce que si tu mettais genre un nombre d'heures, t'arriverais à genre par jour? Ouais, bah j'avais calculé parce que vraiment j'avais arrêté Twitch à ce moment-là aussi parce que du coup je m'étais vraiment focus là-dessus et j'en étais arrivée à compter, je faisais du 12 voire 16 heures de dessin par jour. C'est conséquent. Et vraiment parce que et tous les jours, pas une seule fois quoi. Tous les jours parce qu'en fait j'aime bien travailler avec une deadline. Donc, la deadline ça me chauffe aussi et j'avais fait ça pendant très longtemps. Mais après ce que je me suis dit c'était que OK les dessins sont là. Et maintenant, faut l'imprimer. Et puis il faut le mettre sur la boutique. Et puis il faut les préparer et les envoyer. Et je m'étais chauffée à faire aussi, pourquoi pas une planche de BD à mettre, à glisser dans les commandes aussi. Et j'avais fait des stickers aussi. Pourquoi pas? T'aimes bien te mettre dans les trucs aussi. T'aimes bien te mettre vraiment. Bah oui. Jusqu'au bout. Genre comme c'était pas too much de faire déjà le tarot. Donc je m'étais chauffée sur plein de trucs et la boîte aussi. Je l'avais fait. Et après, il fallait trouver quelqu'un pour l'imprimer. Ça, il était venu à moi. J'en avais fait toute une vidéo aussi. Il était venu à moi. C'est un imprimeur qui, d'ailleurs, du coup, je travaille toujours avec cette même entreprise. Et lui, il s'était chauffé aussi en mode, viens, on fait des reflets sur ton tarot. Au début, je pensais pas faire des reflets, donc 78 illustrations à dessiner x2, du coup. Enfin. Ouais, je vois, parce que tu dois revenir dessus. Comment t'appliques des reflets en fait? Tu reviens par-dessus, tu refais ton fichier. En gros, par exemple, si dans mes illustrations, j'ai mon illustration que je finis, et après je fais un fichier par-dessus en transparence, et tout ce que je vais dessiner en trait noir, ça va être du reflet. Ok. Voilà. Et du coup, c'était ça. Donc 70 illustrations x2 parce qu'il fallait redessiner là où je voulais qu'il y ait des reflets. Donc autant te dire que j'en pouvais plus quoi. Et après tu le sors? Je le sors. T'en imprimes combien? Je l'avais mis en précommande pour savoir parce que j'avais absolument aucune idée de l'attraction que ça pouvait avoir. Exactement. Ok. Et au total, j'en ai vendu. Alors il y avait deux versions, la version reflet, la version sans reflet. J'en avais vendu sans reflet 150 et 750 avec reflet. 750 tarots. En plus, enfin, après, c'est ce que ça explique aussi parce que tu avais des coûts qui étaient élevés. Très élevés. Très à 50-60 euros le coût de production pour un tarot, c'est quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. 25 ou 30, j'avoue, j'ai plus trop les chiffres dedans, sans les reflets et plus avec les reflets or. Et du coup, tu le vends à peu près à ce qui est classique x2 pour le prix de vente. Et t'en vends quand même 1000 en gros quasiment, enfin 900. Ouais, au total. Et du coup c'était ça aussi impressionnant parce que c'est la première fois, ça faisait 1 an que ma boutique était là, j'étais encore un bébé. Et là d'un coup c'est la première fois que j'ai fait une dépense aussi à un imprimeur. Je dépense à mon imprimeur, je fais une commande. C'est ça. D'autant. Et le prix était cher de production, il était énorme. Et en plus de ça aussi, il y a eu aussi beaucoup de ventes. Donc tu te retrouves beaucoup d'un coup avec quelque chose qui n'existe pas encore. Le tarot, mon imprimeur l'avait pas encore imprimé. T'as de l'argent de personnes qui l'achètent et toi tu envoies de l'argent aussi à ton imprimeur. C'est un truc qui est pas encore créé. Sur quelque chose qui n'est pas encore créé physique et chez toi, ça se trouve l'imprimeur, je sais pas, il va prendre ton argent et se barrer avec. Tes tarots vont jamais arriver, ta maison prend feu. Il y a trop de risques, il y a plein de. Puis même tout simplement l'impression est mauvaise, enfin elle te plaît pas, tu vois. S'il y a un problème sur le tarot et que les gens reçoivent, je suis en mode donc j'ai eu du mal en fait à dormir. Après il y a eu ce moment où le tarot il est là, il est chez moi. L'envoyer. C'est-à-dire que t'as reçu 900 paquets de. Ouais. J'en ai fait des lives aussi. C'était, je crois, mes meilleurs lives Twitch et les gens m'en parlent encore. C'était ce moment où en gros je préparer les tarots parce que je les recevais pas emballés direct dans la boîte, le tarot. Non. Non. T'as mis 900 tarots dans des petites boîtes que t'as après mis dans des paquets pour les envoyer avec la planche de BD. Alors. Mais je te dis, le tarot, ça a été un énorme passage de cette vie. Donc, je recevais les palettes des cartes. Donc, les cartes, il y avait 2 jeux de cartes. Donc, 78 et 78. Ensemble. Donc, il fallait que je dispatche en 2 déjà. Parce que, chaque paquet, c'était 2 jeux de tarot. Okay. Après, j'avais les boîtes que j'avais fait sur mesure aussi, qui étaient à plat.
il fallait que je les remette que je les reconstruise. Ouais. Donc je reconstruisais la boîte, je mettais la moitié du paquet dans le paquet, je vérifiais qu'il y avait bien que c'était bien la moitié quoi, que je fermais, puis après je fais ma boîte d'envoi, puis petit papier de soie, puis stickers, puis mot de remerciement, puis la petite BD que j'enroule, et ça du coup plus de 800-900 fois quoi. Et ça m'a rendu fou. C'est trop long. Ouais, c'est genre c'est quand je dis que je passe ma vie à préparer des commandes. Mais c'est dingue. Je passe ma vie à préparer des commandes, plus maintenant mais ouais. Et c'était ça, et je faisais des lives sur ça. Mais et puis ça démontre aussi la réussite d'un projet, donc ça c'est cool. Ouais, non mais ça par contre c'est incroyable, et je pense que c'est le moment le plus fou de voir en fait tous les tarots emballés, toutes les boîtes d'envoi préparées. Ça c'est que physiquement tu le vois. T'as le nombre devant toi. Ouais. De toutes ces personnes qui vont le recevoir chez eux et qui le truc n'était pas encore existant. Qui t'avaient déjà fait confiance sur ça. Ouais, et une précommande, cool. quoi. Une précommande sur le truc, quoi. C'est énorme. Énorme. Je ne sais pas, ça arrivait, quoi. Et même à ce moment-là, je faisais des Twitch, des lives dessus, et au point où, en fait, j'ai arrêté les lives aussi, parce que ça demande tellement, tu veux pas te foirer, en fait. Tu veux pas oublier un tarot, tu veux pas oublier un truc. Que tu dis, bon, là, je suis désolée, le live, on va l'arrêter, parce qu'il faut que je sois concentrée, quoi. C'est fou. Et ma mère m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Ma mère est venue préparer les commandes avec moi. Ah, ça, c'est bien. Mais j'ai l'impression que ta mère, ça a été, dans ta vie de manière générale, gros soutien. J'ai l'impression, que ça soit sur le côté mental, mais aussi on en reviendra après, mais aujourd'hui c'est ton frère qui fait ta boutique. Tu vois, j'ai l'impression que t'as quand même un cercle familial qui est hyper présent à ce niveau-là. Ouais, très très présent. Même j'ai des parents tout simplement qui m'ont laissé dans l'art, quoi, qui m'ont laissé faire du freelance aussi, ils ont pas eu peur, et même ils m'ont poussé là-dedans, quoi. Ils sont pas du tout de ce milieu-là. Non, ma mère elle est coiffeuse de base, et mon père a rien à voir non plus. Pas vraiment. Mais après, ma mère a toujours eu cet attrait de l'art, et depuis toute petite elle me pousse là-dedans sans souci. Elle m'a toujours félicité, et je pense que ça a un impact quand t'as tes parents qui te félicitent sur quelque chose. Tu vois, vas-y, je vais continuer, ça les rend heureux. Donc non, ma mère elle a un énorme impact sur tout, et mon père aussi. Trop bien. Heureusement. Et ce tarot, donc première réussite toi-même, deuxième réussite. Tu travailles avec un éditeur le deuxième plus gros français, distributeur Hachette. Maintenant, c'est le plus grand. Maintenant, Hachette a dépassé les autres. Oui, parce que du coup, moi, ce tarot, il coûtait très cher à produire, du coup. Exactement. Donc, je l'ai fait d'une traite. Je pouvais pas m'amuser à repayer autant que j'ai pu faire la première fois. Donc, moi, dans tous les cas, ce tarot allait plus exister. C'était un one-shot. C'était un one-shot. Et en fait, à ce moment-là, rentre Baptiste de chez Gastrono Geek, qui... Je vois très bien, ok, ouais. Voilà, un gros poteau. Et lui, c'est un ancien de chez Hachette, et qui m'a dit, tiens, en fait, ton tarot, je suis sûre, ça leur plaît de ouf. Je vais te mettre en contact avec eux. Et en fait, de ouf, ils ont vu mon tarot, et ils ont dit, on veut ce tarot. Et du coup, j'ai signé avec eux l'été où, après tout ça, après que j'ai envoyé tous les tarots, moi, en truc, j'ai fait un énorme... je dirais pas jusqu'au burn-out, mais j'ai pété un câble, quoi. J'étais pas loin, et j'ai pris... Ça se traduit par quoi? Plus envie de dessiner, plus envie de rien, j'étais là... J'avais disparu aussi des réseaux, je crois, je parlais plus, j'étais là, et je sais plus quoi faire, quoi. Après je pense que c'est quand t'as tellement de choses, il y a eu le tarot, quoi. Il y a eu le tarot où tous les jours tu faisais beaucoup, et d'un coup t'as plus rien, t'es en mode, ok, le vide. Et cet été-là, c'est le moment où j'ai signé avec Hachette, et du coup je savais que 1 an après le tarot allait revenir, mais signé par Hachette. Ah, ça c'est cool. Ouais. Donc là j'étais contente quand même de me dire, putain, Hachette, quoi. C'est pas rien. Incroyable. On parle de ça parce que il y a toujours un parallèle avec toi. C'est ça qui est facile, c'est que le rebondir c'est un peu simple. Ouais. T'es toujours sur plein de projets en même temps. Tu commences aussi à faire des conventions. D'ailleurs, où t'as vendu le tarot aussi en convention. C'était quoi ta première convention? La Japan Touch à Lyon. À Lyon. Japan Touch, ouais. Japan première Touch convention. À Lyon. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire un salon? Elora au Akita. Ok. Je sais pas si tu vois sur les réseaux. Non, je vois pas, mais je mettrai le. Ouais, elle fait des illustrations de ouf. C'était une personne qui avait fait les mêmes études que moi, on était dans la même école, et pas dans la même année, et on s'était jamais, on se voyait, je savais qui c'était, mais c'est après après qu'on ait toutes les deux fini nos études, qu'on est devenus potes, et on avait fait un voyage en Italie ensemble, on avait fait plein de choses, et elle avait commencé aussi à faire une première convention. Elle m'a dit, tiens, ce serait trop cool, vu qu'on s'était affichés sur les réseaux ensemble, que les gens savaient qu'on était bien potes. Donc on s'est dit, bien, on va faire une convention ensemble, et on a partagé notre stand. Et la première convention Japan Touch, on avait pris le plus gros stand, et ça avait tout cartonné. C'était trop bien, c'était fou. Et du coup, là, pareil, t'avais déjà tout des prints imprimés parce que tu vendais déjà en ligne. Ouais. Donc toi, t'as pas eu besoin de ce côté logistique en plus. Non, j'avais le tarot, j'avais déjà des prints de mes tarots.
stylos, j'avais des illustrations à la fin des stylos, etc. Tout était là, donc j'avais déjà une petite boutique que j'avais ramenée, et c'est à ce moment-là où on s'est dit waouh, trop bien les conventions, en fait, c'est trop d'amour. T'habites à Lyon à ce moment-là? Ouais, j'habite à Lyon, donc c'était simple. Facile, local, etc. Donc peut-être aussi un petit type, je sais pas, mais commencer par une convention locale quand tu... Ouais, pas aller à l'autre bout du monde de la France avec ta voiture. Donc pour tes dessins, Etsy et les conventions locales au début. Ouais, c'est ça. Okay. Etsy, convention locale. Au début, c'est aller à l'essentiel, puis pour voir aussi si ça fonctionne, parce qu'on sait jamais. Ça. Et donc première convention, ça marche bien. Et donc là, forcément, tu te dis peut-être en faire une autre. Ouais. Après, ça a enchaîné. Putain. Et après, ça a enchaîné. Ouais, parce que la première que j'ai fait la Japan Touch, et on a enchaîné. On s'était inscrit aussi à la comment elle s'appelle, la Comic Con de Londres, avec Laura aussi. Et on avait, je crois, 2 semaines après la Japan Touch, je faisais la Comic Con à Londres. Ok. Et là, tu vends en anglais, quoi. C'est la deuxième fois que tu vends, la deuxième fois que tu fais une convention. La et Comic tu vends Con en à anglais. Londres, c'est la deuxième convention que t'as fait? Ouais. Ah ouais. Ouais. J'avais fait la Comic Con à Londres. C'était cool? C'était trop bien. Par contre, déjà, une convention, pour moi, il y a rien de plus fatigant au monde qu'une convention, parce que socialement parlant, c'est hyper drainant. C'est drainant de ouf. Tu parles à beaucoup de personnes du matin au soir. Plus tu vends, tu dois aussi avoir une certaine attitude. Tu as une attitude souriant, tu dois être debout, ouvert, souriant. Oui, parce que en fait, il y a des gens qui arrivent, tu sais pas, qui te connaissent, mais eux ils te connaissent depuis 3 ans ou ils autre. Regardent tes streams, ils regardent tes streams, ils te connaissent, ils savent ta vie, ou d'autres qui te connaissent pas et tu sais pas, et tu te dis putain, pour eux. Là, c'est même pas 2 minutes de parlotte. Ça a un impact vraiment pour eux, que toi, ça va être la 50e personne que tu vois de la journée. Mais il faut que pour la 50e, comme la 100e, comme la première, faut que ce soit toujours au top, même. Ok, je vois. Ouais. Ok, et donc là, t'enchaînes les conventions, même toute seule, du coup, après, t'en fais aussi des solos. Ouais, après, je l'ai fait toute seule, un peu solo. Donc, ça crée le stand, ça achète des lumières qui sont horribles à mettre. On a essayé de les mettre derrière, ça a pas fonctionné. Oui, c'est un flop, hein, vraiment. Pour ceux qui regardent la vidéo, parce que c'est dispo sur Spotify, mais aussi, du coup, t'as capté YouTube, forcément, s'il y a les caméras. Donc là, on avance, on se retrouve en 2023. En 2023, t'as plein de projets. Ouais. Notamment l'ouverture d'une boutique en Bretagne. Ah oui, putain, mais attends, tu l'as chopé où cette info? Oui, c'est vrai. Oui, alors. Ouf. Et c'est important parce qu'en 2023, il y a ça qui va se faire ou non, là, tu vas nous le dire. Ouais. Mais il y a aussi la fin des streams. Il y a pas mal de choses où tu arrives à mettre un stop. Et j'ai l'impression que c'est un truc peut-être que tu savais pas dire avant, et là, tu as mis des stops sur quelques trucs. De toute façon, j'étais obligée de mettre des stops parce que là, je pouvais plus en fait être partout non plus. Sachant que je suis vraiment toute seule, genre maintenant plus trop, mais je suis vraiment toute seule à tout faire, que ce soit les vidéos YouTube, les podcasts, la boutique, les illustrations et tous les préparations de commandes. Et au bout d'un moment, tu peux pas non plus tout faire. Et c'est vrai que j'ai voulu, à un moment, j'étais en négociation, ça allait jusqu'au bout en soi, pour une boutique en Bretagne, une boutique physique. Puis en fait, au dernier moment... C'était une volonté de ta part, l'ouverture d'une boutique, ou c'est une opportunité qui s'est présentée à toi? Un peu les deux, une volonté, en même temps une opportunité. Il y avait une opportunité parce qu'il y a c'était à Quimper, il y avait un endroit où j'avais une famille qui dans ma famille, il y en avait un qui allait louer un appartement, et il m'a dit tiens, juste en bas de l'appartement, il y a un shop à vendre, quoi. Et du coup, ça a été poussé, réfléchi. La Bretagne, j'adore. J'y ai habité pendant longtemps. Enfin, je suis originaire de la Bretagne. Toute ma famille là-bas. Donc, je me suis dit, tiens, la Bretagne, je connais. En plus, Quimper, j'habitais juste à côté. Donc, quand j'ai commencé freelance et quand j'ai continué Twitch, j'étais toute seule à Parmar, le bout du monde, quoi. Du coup, Quimper, c'est juste à côté. Donc, je me dis, bon, peut-être, vas-y. Ça me manque. Je veux la Bretagne. Okay. Et en fait, j'ai paniqué. J'ai paniqué de ouf. Oh, la panique, parce que c'est quand même un autre impact d'avoir un local. C'est avoir un point de vue physique et des murs. Moi, en même temps, j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime être un peu indépendante. Sur les conventions, aller à Séoul. Aller à Séoul pendant un X temps, enfin bouger, quoi. Et en fait, si je commence parce que j'avais une autre réflexion aussi, c'était prendre un deuxième appartement, par exemple, ici, et le deuxième appartement, je prends quelqu'un qui s'occupe de préparer les commandes avec moi, et on a un endroit pour un local, quoi. Comme ça, je fais pas tout dans mon salon aussi. Pareil, ça m'a paniqué. Enfin, tous ces trucs-là m'ont paniqué. Donc, j'ai plutôt que évoluer et pousser là-dessus, je suis revenue à ma base et continue sur ce que tu savais faire. Ouais, tout seul. Mais par contre, ça implique un truc, c'est que comme tu dis, t'es toute seule. Sachant qu'il faut envoyer, faut préparer les conventions. Les conventions, c'est pas t'arrives et t'es prêt. C'est que faut chercher les conventions que tu veux faire, faut préparer tout ce qui est logistique, les impressions, il y a tout ça. Parfois, il y a toujours des galères avec les conventions. Enfin, il y a tout ce côté-là. T'as une boutique où faut faire tous les envois, donc que tu postes toi-même. Faut gérer les réclamations parce qu'il y en a. Oh là, ouais.
C'était hyper sincère. Mais le SAV, ça a été un gros problème. Ouais. J'ai regardé, du coup, je me suis baladé sur ton site. Maintenant, il y a des mentions explicites sur la politique de retour, etc. Ouais. Enfin, tous les trucs comme ça. Et je pense que ça dénote que t'as eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Et justement, moi, une de mes questions que je voulais voir avec toi, c'est comment tu répartis ton temps dans tout ça? Parce que t'as tout. Genre, t'as la promotion, le marketing, la logistique, la vente, la création. Enfin, c'est hyper complexe. Et puis, c'est pas comme si tu faisais, je me trompe peut-être, mais t'as pas un dessin à envoyer par semaine, tu vois. C'est un truc qui est prenant. Non, oui, c'était, en fait, la priorité en soi, c'était la préparation de commande. Au point où, du coup, moi, je dessinais plus, j'ai plus nouvelle affiche, tout tournait sur les anciennes illustrations. Donc, je mettais en priorité la préparation de commande, mais en même temps, pas tant en priorité. Parce que j'aimais bien faire un piqûre de rappel, parce que j'avais des fois, ça, dans le côté art, boutique, les gens qui ont des boutiques, ils aiment bien dire, tu passes commande, le lendemain, c'est envoyé, ou tout est, mais en fait, faut se dire qu'on est humain, hein. Les gens qui achètent chez des indés, ils achètent chez des indés, chez des personnes qui font tout à la main. On n'est pas Amazon, on n'est pas dans des gros trucs où on en voit beaucoup, on n'a pas les connaissances non plus. Et en fait, je me bouffais la vie à préparer les commandes le plus rapidement possible pour qu'elles partent dès 2-3 jours après. Et je me dis, mais en fait, faut aussi que je pense à moi et me mettre aussi en priorité. Du coup, je prépare les commandes, mais ça partait pas tout en 2 jours parce que en fait, je recevais des mails, moi, le dimanche matin, de personnes qui avaient commandé le vendredi soir à 23h. Et samedi, ils ont pas eu de nouveauté. Et dimanche, ils sont en mode, elle est où ma commande? Elle partira lundi. Parce que dans notre cas, la poste est aussi fermée. Je suis fermée. Moi aussi, j'ai un week-end. Je prépare mes commandes lundi, t'inquiète. Donc, c'était un peu cette éducation aussi, parce que maintenant, on est trop habitué à Amazon, aux envois rapides, très. Donc, fallait sensibiliser les personnes qui achetaient chez toi. C'est ça. Il y a aussi ce côté-là où, des fois, je suis malade. Des fois, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Donc, mais t'avais pas ce truc de te dire, par exemple, les lundis, c'est préparation commande, les mardis, c'est dessin, les mercredis, c'est les prestats, je sais pas, tu vois. J'ai essayé. En vrai, j'ai eu plein de configurations différentes en fonction aussi de ton cerveau, parce que des fois le matin tu te réveilles, t'as pas envie de faire des choses, mais moi tu le fais quand même parce que voilà. Mais j'ai essayé un peu tout. J'ai eu des moments où je me dis les lundis c'est commande, mais après c'est stressant en fait quand t'arrives le vendredi et que tu dois gérer. Enfin il y a toujours des trucs de SAV, de renvoi, de personnes qui attendent une réponse, de personnes qui t'envoient un DM ici, un mail et machin chose. Et ça a été ça a été horrible. Ouais, ça a été compliqué de tout mettre en place. Maintenant, c'est bon. Maintenant, je suis calée dans toutes les choses à savoir. C'est bon. Toute cette partie, je gère. Et comment, parce que du coup, t'as aussi des demandes qu'on appelle des commissions. Aussi peut-être des fois où tu travaillais avec des entreprises professionnelles. J'ai vu sur ton site, t'as affiché, il y a Kazé, il y a Netflix, il y a, plein de trucs. Il y a Assassin's Creed aussi où Dina avait fait aussi une illustration. Comment tu répartis entre guillemets ton travail là-dedans entre ce que toi tu crées pour ta boutique et les prestations et les commandes? Déjà je trie les demandes aussi. Je fais pas trop de. En fait, je dessine vraiment et je travaille vraiment pour moi. Et quand c'est pour des marques, il faut vraiment que ça me plaise beaucoup. Faut vraiment que j'ai d'inspi et que ça me donne vraiment envie, parce que sinon, en soi, pour moi, ça a toujours été une perte de temps et d'argent en quelque sorte de prendre. Financièrement, c'est pas quelque chose dont t'as besoin. Non, c'est vraiment les projets comme ça que je fais. C'est pas pour le projet, c'est pas pour le côté financier. Et en vrai, non. Tant mieux. Tant mieux. Et non, c'est vraiment par choix, et quand le projet me plaît vraiment et quand j'ai envie de le faire et je me dis trop stylé, vas-y, je le fais. Mais sinon, comment je gère ça, c'était j'ai réussi à la fin à me dire la boutique je vais la fermer, je vais l'ouvrir qu'une semaine par mois. Comme ça pendant 3 semaines je peux me concentrer aussi sur le truc. Et généralement c'est un peu genre une semaine, du coup je préparais l'ouverture sur la boutique. Une semaine ça va être je prépare plein de réels en avance de dessin. Une semaine ça va être un projet, tous les projets que j'ai pour la boutique. Et l'autre semaine ça va être pour partenariat ou aller là-bas. C'est un peu au cas par cas. J'ai pas de planning en vrai. Mais c'est comme ça que tu fonctionnais. Ok, je vois. Et maintenant t'as trouvé une solution après un an même plus. Du coup ça fait 4 ans en vrai où je préparais des commandes toute seule. Oui, mais ça fait combien de temps que tu te poses la question tu sens qu'il y a un mal-être? C'était l'hiver dernier, ça fait un an. Donc ça va faire un an. Ça va faire un an que tu sentais que c'était plus gérable, que sur le long terme fallait changer quelque chose. Comme option, t'avais externalisé, embauché, du coup grandir. Embaucher quelqu'un. Ou continuer.
soit continuer comme ce que j'ai fait du coup pendant 1 an, où je l'ouvrais du coup une fois par mois, où je gérais quand est-ce que je préparais les commandes en quelque sorte. Soit j'embauchais quelqu'un, mais c'est-à-dire la ramener ici ou le ramener dans mon appartement pour préparer les commandes. Ça te met pas forcément à l'aise de mélanger autant Non. Déjà que tu mélanges beaucoup, j'imagine, vie privée et vie perso. Ouais, et du vie pro, coup, pardon. vie pro, c'était un peu... Si en plus t'as quelqu'un ici, ouais. Qui se ramène à chaque fois, donc c'était un peu compliqué. Du coup, c'est d'où l'idée de prendre un deuxième appartement pour mettre la boutique, moi travailler dans ce côté-là et ramener quelqu'un aussi. Mais un peu cette côté où du coup maintenant je serais moins libre parce que j'ai quelqu'un à charge aussi. Exactement. Et ça a été une angoisse aussi parce que je l'avais commencé à pousser cette idée. Et en fait, juste un moment, ma mère me dit mais pourquoi tu prends pas ton frère? Pourquoi tu prends pas ton frère, tout simplement? Et je dis je pense pas que ça intéresse. Du coup, j'ai demandé grand frère ou petit frère? Grand frère. Et j'ai demandé si ça intéressait. En fait, si, il était chaud de ouf. Donc on a mis ça en place. Et là, ça fait maintenant 2 semaines, je crois. 2 semaines qu'il est dans l'entreprise, qu'il prépare les commandes pour moi. J'ai déplacé toute ma boutique qui était là. Je l'ai déplacée chez lui. On a fait tout un setup. On a tout changé. Et ça doit être un soulagement aussi pour toi. Parce que ouais. T'as un appartement qui, là, tu me dis que ça fait que 2 semaines que t'as plus tes affaires ici. Ouais. Moi, je vois, ça, c'est déjà un appartement qui est bien meublé, tu vois. C'est pas genre vide ou quoi que ce soit. Donc, avant, ça devait être, c'était envahissant. C'était envahissant de ouf parce que j'en ai vraiment partout. Hein. Comme je disais, dans mon placard à habits, c'était des trucs. En dessous de toi, là, c'était que les carnets d'aquarelle. Là, il y avait des carnets de coloriage qui allaient jusqu'au plafond. Tous les meubles qui sont derrière sont des anciens meubles de trucs. J'en ai partout. C'est pour ça que je vivais dans ma boutique. Là, c'est la première fois que j'ai une bibliothèque. J'ai un bureau un peu esthétique bien rangé, alors qu'avant c'était que les trucs avec de préparation de commande. Ouais. C'est hyper stylé. La peinture aussi, je peux reprendre enfin la peinture. Oui, parce que ça on l'a abordé au début que t'aimais peindre, et tu vends pas des peintures. C'est pas ce que tu vends, tu vois. Non, la première fois, les premiers trucs. Ouais. C'est ça qui est fou. Parce que la peinture, ça m'impressionne. Parce que la peinture, autant le dessin, j'en ai pas un peu rien à foutre, c'est pas ça. Mais je mets moins je sacralise moins en fait le dessin que la peinture. La peinture c'est tellement important pour moi que je sacralise trop au point où ça me fait peur de peindre. Et j'ai eu beaucoup de blocages avec la peinture alors que du dessin et le stylo j'ai pas de blocage. Mais tu mets presque sur un piédestal, non? Je mets trop sur un piédestal et du coup ce que je veux peindre, je me dis j'arrive pas à peindre comme je fais des croquis. Faut que ce soit parfait. Faut que l'idée soit parfaite ou autre. Ouais. Donc là je suis en train d'essayer de désacraliser, de peindre beaucoup comme je peins beaucoup au stylo, comme je dessine beaucoup du coup. J'essaye de faire ça, quoi. Et tu stockes où tes peintures? Parce que là, il y en a quelques-unes, je vois derrière toi. Ouais. Mais pas tant. Pas tant parce que du coup, il y a eu pas beaucoup de peintures dernièrement. Il y a surtout des peintures blanches. des toiles blanches. Il y a partout des tableaux blancs. Mais sinon, c'est tout chez mes parents et c'est pour ça que je commence à les ramener petit à petit parce que tout était chez mes parents. Mais t'as beaucoup de choses que tu voulais faire, j'imagine, qui n'étaient pas possibles dû à l'occupation de la boutique. Typiquement, ça fait depuis, je pense, 5-6 mois que t'as pas fait de vidéo sur YouTube, alors que YouTube, c'est un truc que j'adore. T'adores, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une évolution aussi sur ton YouTube qui est très drôle. C'est que tu sens qu'au début, il y avait quand même un souci d'une vidéo genre très préparée, très machin, et plus t'avances, plus t'as de la spontanéité dans tes vidéos qui sont beaucoup plus naturelles, où tu fais un truc à côté et genre t'es plus sur le lâcher. Mais là, ça fait 5 mois qu'il n'y en a pas eu. Ouais. Et là, il y a... Tu commences à voir un peu pour te réorganiser ou... Là, c'est bon, parce qu'il y en avait pas eu, du coup, parce qu'il y avait déjà la boutique, qui m'a pris beaucoup de temps. Comme je disais, je t'avais dit tout à l'heure, mais j'ai re-signé un contrat avec Hachette, donc j'ai passé là tout mon été dessus. Donc en même temps, au moment où, du coup, la boutique était fermée, je travaillais sur Hachette. Je travaillais aussi sur mon propre carnet de coloriage numéro 2. Donc il y a eu, du coup, la boutique, Hachette pour le deuxième projet, le carnet de coloriage et du coup moins de temps. Du coup par conséquent moins de temps. Puis je suis partie aussi à Séoul et à Séoul j'en ai refait des petites vidéos aussi. Mais là c'est bon, maintenant ça fait 1 semaine que je peux revivre en quelque sorte et que là je peux m'amuser maintenant sur les redessiner comme je veux, reprendre les podcasts, reprendre YouTube, reprendre tout ça quoi. Enfin. C'est ton podcast, tu vas faire d'autres épisodes? Ouais. Mais de toute façon, quand j'ai fait le podcast, le premier épisode, je le savais et je crois que même je l'avais dit dans le podcast qu'il n'y en aura pas un deuxième qui va arriver rapidement. Ce qui est très cool. Merci. J'ai eu que des bons retours dessus. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dans le milieu artistique, qui soient très proches du tien, que ce soit la peinture, le dessin, ou même les choses plus éloignées. C'est des sujets, je pense, qui sont communs à beaucoup de personnes qui essayent de faire les choses par eux-mêmes. Et même de manière, c'est hyper large les sujets que tu abordes, mais c'est très sur le bien-être. C'est un peu psychologique. Mais pas bien-être, non, ça, faut faire de la méditation, non, mais plus, par exemple, tu t'abordes plein de sujets sur le toujours trop, le premier épisode, je crois. Toujours plus, Toujours plus, pardon. Toujours trop, c'est pareil. Moi, je le trouve incroyable. Je me suis reconnu dans plein de sujets. Et je suis en mode, mais c'est trop ça. Quand tu dis, quand j'avais 10 ans,
j'avais déjà l'impression d'être en retard. Ouais. Ça, c'est lunaire, mais c'est vrai. Mais c'est fou, hein. Et c'est fou qu'on est dedans, quoi. Ouais. Et ça arrive, en fait, ça, on m'en a beaucoup parlé de ce podcast et je suis trop fan parce que je l'ai fait, mais je pensais absolument pas parce que c'est les podcasts, donc en soi, il faut que quelqu'un l'écoute, il faut avoir le temps de l'écouter. Il y a pas l'algorithme aussi qui c'est pas l'algorithme du tout, il faut avoir le lien pour tomber sur ce podcast. Et du coup, je l'ai fait parce que j'ai toujours voulu parler plus, mais pas sur des vidéos YouTube parce que j'ai du mal encore. C'est notre dynamique aussi, YouTube. Dynamique, ouais. C'est pas, quand t'as que la voix, tu vois, genre quand t'as ce côté où t'es devant un micro, tu te soucies pas de l'image ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fond d'une pensée et pas l'esthétique d'un visuel, tu vois. Et t'as plus le temps de poser un message. Ouais, exactement. Donc je me suis trop fait plaisir à faire ce podcast, cet épisode, et on m'en parle tout le temps. Je fais en convention, tout le monde m'en parle. En DM, je le reçois presque toutes les semaines de ce podcast, et je suis trop heureuse parce que je l'avais aussi publié sur YouTube et les retours étaient très très bons. Et je m'attendais vraiment pas parce que c'est pas même sur YouTube, c'est pas le truc qui fonctionne. Tu fais une voix off sur plein de plans, tu dis pas que ça va être le truc qui va fonctionner, quoi. Mais on en a beaucoup parlé et je suis trop contente et j'ai plein d'idées pour d'autres de suite comme ça. Il m'a fait du bien en vrai faire de ce toujours plus parce que c'était le sujet le plus lourd en vrai. Ouais, c'est ça, parce que toi t'as ce syndrome-là. Ça se voit que t'es une personne. Tu culpabilises quand t'es genre en vacances ou que les 3 premiers jours ça va, mais au bout de la fin de la semaine t'es en mode bon. Ouais, je culpabilise de ouf. Et ça c'est un truc que t'arrives à mieux gérer ou c'est toujours compliqué? Non. C'est pas en parler qui fait que ça va mieux. Non, je pense que de toute façon, j'ai accepté que c'est un énorme trait de ma personnalité, c'est toujours plus, mais c'est maladie, enfin, je suis dans un pays, j'ai envie d'être dans un autre pays, je suis chez moi, j'ai envie d'être à la campagne, je suis à la campagne, je veux revenir à Paris, et pourtant, je pense qu'il y a, genre toi, tu te compares à des personnes, tu vois, dans l'épisode, tu nommes, par exemple, tiens, elle a 21 ans, elle est déjà exposée dans une galerie, machin, tout ça, mais je pense que il y a plein de personnes qui vont écouter cet épisode qui se comparent à toi, tu vois. Bah, c'est ça aussi. C'est que du coup, c'est un peu le cercle vicieux et il y a des gens qui vont se comparer à moi, mais moi je vais me comparer à d'autres, et puis après d'autres se comparent à encore plus grand et encore plus grand et encore et même et des fois c'est même pas de taille de grandeur, c'est d'action, de vie. Et même tu vas te comparer, cette personne, elle est chill dans sa vie, quoi. Alors, il va y avoir des trucs chill. Vas-y, je vais me comparer là-dessus. C'est ça. Et genre toi t'es en mode un coup tu te compares à quelqu'un qui fait énormément, qui produit énormément. Et t'es en mode je produis pas assez, et la fois d'après tu vas te comparer à quelqu'un qui à l'inverse très détente dans sa vie, très en accord, et toi t'es en mode je devrais peut-être faire moins, et du coup ça crée un déséquilibre constant et c'est pas sain. Non, c'est pas sain du tout. C'est pour ça que j'en ai parlé en long, en large, en travers, et pourquoi en fait on est toujours dans ce toujours plus. Et j'ai moi-même aussi, en faisant ces recherches et en écrivant ce podcast, j'ai compris moi-même pourquoi toujours plus. Et j'en reparlais du coup, d'ailleurs avec Baptiste de chez on en reparlé, je crois, la semaine dernière, parce que lui aussi il avait fait des podcasts. Et ce que j'avais trouvé, c'est que je pose moi ma valeur sur mon travail. En fait, j'ai l'impression que les gens vont m'apprécier pour le travail que je fais. Et j'arrive pas à me dire non, les personnes elles vont m'apprécier pour qui je suis. Juste tiens Claire, non, on va kiffer Claire parce que Claire elle a fait ça. Et je pose ma valeur là-dessus. Ce qui est un peu toxique quand même de se dire mais c'est un peu aussi ce qui se passe dans notre génération, quoi. Avancer. Et c'est ce qui fait avancer aussi. Mais ouais. Enfin, en vrai, je vous encourage quand vous avez fini d'écouter cet épisode, allez voir ton podcast, il s'appelle Atelier d'art. Atelier d'art, je crois. J'avais appelé Atelier d'art. Atelier d'art, c'est sur Spotify, YouTube. Ouais, un peu. Toutes les plateformes. Un peu tout. Ouais, j'avais mis sur toutes les plateformes. Et est-ce que ça c'est un truc, moi ça m'intéresse à titre personnel parce qu'il y a pas longtemps j'ai posté une vidéo qui a rien à voir avec les interviews que je faisais avant. Sur le podcast il y avait que des interviews et j'ai posté une vidéo où c'était moi qui faisais autre chose, tu vois. Et je me suis dit mais est-ce que ça va pas créer un déséquilibre, tu vois, genre l'algo, machin, tout ça, est-ce que genre je devrais pas créer une autre chaîne où je poste ça? Est-ce que toi tu te poses pas la question sur ça, genre tiens, je fais un podcast, c'est différent de ce que je fais d'habitude? Alors non. En vrai, si, je me posais des fois la question, mais la preuve, j'ai recommencé ma chaîne YouTube, je crois que j'ai eu 2-3 vidéos chaîne YouTube avant, mais bon, j'étais vraiment petite. Mais en fait, c'est tellement dur de capter des gens, de capter l'attention des gens, d'avoir des gens sur YouTube déjà, parce que YouTube c'est quand même un des réseaux qui est le plus difficile en vrai à développer. Il y a tellement d'offres et c'est très très dur d'avoir des nouvelles personnes sur sur sa chaîne que pour moi en fait autant tout optimiser et laisser tout dans le même endroit, genre un compte Insta, un compte YouTube et de mettre des choses dedans. Il y a toujours un lien parce que dans soi ça reste toi et ce que tu aimes, donc après au bout d'un moment tout ce que tu vas mettre, tout ce que t'aimes, ça va créer ta chaîne et ta personnalité en quelque sorte. Mais c'est tellement dur en vrai de se démarquer, d'avoir des gens qui tombent sur toi que je me dis peut-être plus tard pour les gros YouTubers
youtubeurs, ok, pour les gros ouais, c'est ça, mais au début mais au début c'est tellement difficile d'avoir ne serait-ce qu'une personne. Quand t'as une personne c'est incroyable, quand t'as 5 c'est incroyable, donc autant pas diviser et tout mettre dans le même panier en quelque sorte, quoi. Je vois. T'as fait beaucoup de projets. Attention, hein, question dure. Que ça soit, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec plein de marques, il y a du, je les ai déjà cités, mais Netflix, Kazé, Assassin's Creed, enfin plein de choses. T'as fait des énormes projets perso, soit la fin des stylos, soit le tarot. T'en choisis un, t'enlèves tous les autres. C'est lequel? J'en garde un. Ouais. Je garde un projet. Ouais, un projet. Avec ses pour et ses contre. Hein. Bah, je pense. Oh là là. Dans tout ce que j'ai fait, je garde un truc, je jette tout et je garde un truc. Je pense pour le travail mis dedans le tarot, hein, je pense que je garde le tarot. Ouais, je pense parce que là ça a rythmé plusieurs années de ma vie, donc sinon tu retires beaucoup d'années de ma vie. Je te jure. Ok, trop cool. Mais après ça arrive aussi, j'ai des amis, eux à un moment ils sont installés à une convention, ils ont installé leur stand et le stand juste en face c'était un stand un peu à l'Express, tu vois, et qui revendait ses illustrations. C'est lunaire. Et c'est arrivé, elle a tout pété, elle a pété un câble. Normal. Parce qu'il y avait pas de droit du coup à faire ça. Et en gros, la personne a volé les illustrations et revendait. Et on est en face. Enfin, tu vois bien que et moi je suis l'original, tu vois. C'est ça. Ils ont pris le matin, tu vois, genre. Ah ouais, non mais. Et en plus, ce qu'elle me dit, c'est que ça se voit que c'est de repompage. Enfin, elle prend l'illustration sur les réseaux parce que du coup la qualité est dégueulasse. Ah ouais, je vois. Donc ça t'arrivait aussi sur Etsy du coup. Et... Ouais, c'était m'arrivé pas mal, ouais. Ok, trop bien. Un autre conseil pour les personnes qui voudraient vendre par eux-mêmes leurs produits, leurs choses comme ça, tu vois, si t'as... Le conseil après ça dépend aussi des gens qui sont déjà il faut s'adapter à soi, parce que j'allais dire bien communiquer sur les réseaux, s'amuser à faire plein de trucs, mais c'est ce que toi t'aimes ça, à l'aise, c'est ça, c'est parce que moi j'aime ça et je suis à l'aise là-dedans et j'ai pas de problème à faire des lives, à être sur TikTok, à faire des trucs, ça reste naturel, donc trouver sa manière de communiquer le meilleur et le plus naturel pour soi, quoi, parce que sinon tu tiens pas dans la longue et ça se voit quand c'est pas naturel, quoi, donc un peu et toi justement comment tu fais pour produire autant? Parce que tu vois, tu produis quand même beaucoup de contenu. Enfin, ça dépend des périodes, mais il y a des périodes où t'as vraiment beaucoup de contenu et en plus tu dessines. C'est... Est-ce que des fois tu fais des concessions aussi en te disant, j'aimerais que cette vidéo elle soit à ce niveau-là, à un niveau très 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 haut, mais je me dis ça c'est suffisant et je peux la poster comme ça ou... Je me pose pas de questions sur le niveau des vidéos, tu sais, je pose par exemple les réels, parce qu'en fait à un moment je faisais plein de trucs, je faisais autant des vidéos hyper bien construites avec ma caméra, avec un bon son micro, avec une bonne narration et tout, et c'est celle qui floppait de ouf, quoi. Et en fait sur les réseaux, surtout sur TikTok, etc., on veut vraiment du vidéo téléphone, quoi, le truc où t'es avec la personne tous les jours et tu vois l'évolution, et c'est le moment où tu te prends moins la tête, et quand tu te prends moins la tête c'est le moment où ça avait le plus fonctionné, mes petites vidéos sur TikTok. Quand je faisais des devantures tous les jours, je faisais mon petit montage, même si ça restait poussé parce que c'était quand même plein de plans différents et tout, et le montage était rapide, mais sur le téléphone c'était pas un montage que je faisais sur ordinateur comme sur YouTube, quoi. Ok, je capte. Donc ouais, j'adapte ma façon de communiquer au réseau, ma façon de monter ce que je publie au réseau aussi, trop bien, quoi. Trop bien. On a parlé de tes projets passés. C'est quoi un peu les ambitions, genre pour maintenant que j'ai enfin du temps dans ma vie? Du coup là je suis un peu dans vu que j'ai fini là un projet avec Hachette qui sort en février, je suis un peu là dans cette vague des boîtes d'édition. C'est ça, je suis un peu dans la vague, j'ai encore un autre rendez-vous pour une autre maison d'édition pour un autre projet. Donc là je suis un peu dans la vague livre carnet avec les maisons d'édition. Sinon ça va être très illustration pour moi, quoi. Si les maisons d'édition elles viennent vers toi, c'est pourquoi? C'est pour parce qu'elles aiment ce que tu fais graphiquement, parce que elles aiment commenter sur les réseaux et elles espèrent que ton influence puisse faire venir, ou c'est un mix des deux? Je pense c'est un mix de tout. Alors le tarot était déjà existant, donc il y avait le projet. C'est un rachat, ouais. Et là, en fait, on me prend et on me contacte vraiment pour les choses que je produis, mes devantures ou autres, et ils ont des projets qui peuvent être plus ou moins, c'est ça. Et après, c'est un peu je pense. Donc là, t'es un peu sur la vague, t'es en négociation sur des trucs, etc. Ouais, mais en même temps, les maisons d'édition, ça se passe pas super bien non plus. C'est pas non plus le truc, c'est pas le truc que je conseillerais de ouf, quoi. C'est pas tout rose du tout. C'est assez galère en vrai, les maisons d'édition. Donc là, je suis plus en mode, je vais enfin pouvoir prendre le temps de ne serait-ce que de vivre à Paris, parce que ça fait 1 an que je suis là et je sors pas tant que ça. Donc je vais enfin pouvoir profiter de Paris, des musées. Je pense que mes concepts YouTube, je vais redonner du temps là-dessus, de nouvelles illustrations. Ouais, en fait, là, t'es vraiment sur la phase où tu poses, tu respires et tu vois ce que t'as
profondément envie de faire avant. Ok, je vois. Je vais m'amuser à faire ce que j'ai toujours voulu. La peinture surtout, reprendre la peinture. Là, j'ai repris depuis cette semaine du coup. Trop bien. Du temps pour peindre. Et je vais te poser 2 questions qui sont typiques du podcast que je pose à tout le monde. La première, elle est assez simple. Les 2 sont assez simples. Une recommandation qui soit lecture, vidéo, film, théâtre, ce que tu veux, un truc à consommer, qui t'a profondément marqué et qui t'a impacté, tu vois, genre dans ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être pas si simple. Ah ouais, c'est pas simple du tout. C'est pas simple, j'ai menti. Wow. Attends, il va falloir réfléchir 4 heures pour réfléchir à cette situation. Un truc qui m'a marqué. Genre vraiment, tu vois, par exemple, quand je fais auprès des mangaka, ils citent souvent un manga qui leur a peut-être donné envie d'être mangaka. Je crois que Dina avait cité Naruto, je suis pas sûr, mais je crois que Dina avait cité Naruto. Ça m'étonne pas. Bah ça va être hyper bateau comme réponse. Je pense que tout le monde va te donner ça, mais les Ghibli. Ah ouais? Les Ghibli, comme les gens. Je pense que ça a été cité qu'une seule fois. Ouais. Sur toutes les interviews que j'ai fait. Du coup, c'est pas tant bateau. C'était une auteure de Hong Kong, je crois, qui avait donné cette réponse. Ouais. Bah bizarrement, ouais, le premier truc que je pense, c'est surtout les Ghibli parce que déjà artistiquement parlant, le travail qui est derrière fou, les histoires, les émotions là-dedans et autant de travail et de symbolisme, surtout le symbolisme derrière que j'aime beaucoup. C'est lequel ton préféré? C'est encore c'est Tu peux en donner 2-3. Classiquement Château ambulant, Chihiro, et là le dernier, même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop apprécié, mais le garçon héron, j'ai vraiment kiffé. Ok. Mais Château ambulant, t'avais fait des croquis que t'as en print, non? Ouais, j'en avais fait quelques-uns, à l'époque Twitch, parce que ils aimaient bien, ils m'avaient donné je crois que c'est le moment où sur TikTok ils me donnaient des thèmes à dessiner et j'avais dessiné plein de, il y a une semaine où j'avais fait une semaine spéciale Ghibli et les gens me donnaient des thèmes et je dessinais sur ce qu'ils voulaient que je dessine. Ok, trop bien. Donc Ghibli, ouais. Trop bien. Et dernier, c'est un petit mot de la fin, un petit message à faire passer, un mot, tu vois, qui met de bonne humeur, je sais pas, un conseil, ce que tu veux. J'aurais dû la prochaine fois je te préviendrai avant pour les questions comme ça. J'aurais un texte écrit comme ça avec un texte comme ça. Alors écoutez-moi mes chers compatriotes. Là en plus c'est la période d'Inktober, donc c'est le moment où ils sont tous en défi artistique en quelque sorte. Et ça rejoint un peu ce que j'avais fait une petite vidéo dernièrement qui parlait du Inktober et du tarot et tout ça. C'est que il faut tout voir quand t'as un projet en tête, ça va être très frustrant parce que tu peux ne pas avancer hyper vite et au bout d'un mois tu vas dire mon projet en fait finalement non. Et en fait tes projets faut voir dans la longueur, genre dans les années. Dans ton projet que tu commences 10 ans, si tu continues tous les jours à un peu bosser dessus, dans 10 ans ça va être un truc énorme. Donc je dirais plus c'est ça, c'est un peu si tu veux faire quelque chose, si tu veux créer quelque chose, dessiner, je sais pas, être youtubeur, faire des podcasts, faire tout ça, il faut juste commencer, pas tout défoncer d'un coup, pas être le meilleur du meilleur, c'est juste tous les jours tu fais un petit peu, tu continues, et en fait c'est surtout le temps de moucheron, c'est le temps qui fera... Le moucheron qui est arrivé, il a fait, je vais prendre le micro moi aussi. C'est plus voir ça dans la longueur, dans le futur. Donc pas être frustré par parce que c'est aussi un peu la tendance, c'est d'avoir des résultats tout de suite. Ouais, c'est ça. Parce que pour plein de raisons, on veut tout de suite maintenant et que ça soit clean, alors qu'en vrai ça prend... Toi, t'as dessiné combien de temps, tu vois, avant d'ouvrir ta boutique? T'as communiqué pendant combien d'années sur tes réseaux? T'as fait combien de live Twitch avant que ça y ait au moins plus de 10 personnes? Tout, en fait, les projets artistiques, les projets même sur les réseaux, les projets de tout, en fait, c'est que on veut tout de suite et que ça soit tout performant. Et en fait, moi, par exemple, sur les réseaux, je sais que j'ai maintenant une micro-place sur Insta, mais faut voir le nombre de vidéos, le nombre de posts, le nombre de travail et d'heures et d'années. Et en fait, c'est que on a tous commencé quelque part, quoi. Et on voit la réussite des gens, mais on voit pas les moments où ils se foirent. Et on parle plus de leur réussite que leur galère, quoi. Donc ça arrive pas... C'est pas exceptionnel de créer quelque chose, c'est juste il faut le faire, quoi. Il faut faire longtemps. Il faut faire longtemps, ouais. Faut se bouger, mais pas non plus besoin de se lever à 5h du mat et bosser jusqu'à 3h du mat. Écoute-toi. Dit-elle, alors que le tarot... Mais bon, le tarot, c'était pas non plus une référence à ce moment-là, quoi. Ok, trop bien. Merci Kaivan de nous avoir accordé ce moment, de m'avoir accueilli chez toi. Et puis, c'était un bel épisode. Petit thé, t'as dit que t'aimais de thé il était ou pas? très bon. Voilà, c'est ça. On est bien accueillis. On est très bien accueillis. Franchement, à quand le café? Tu veux un café? Non, genre la boutique. Okay. Mais j'aimerais un jour. Mais ce sera ça. Vas-y, dans 10 ans. un café caille.
Puis je te souhaite plein de réussite dans tes projets. Bah ouais, toi cool. Aussi. Puis fin de clap de fin. Je sais jamais non plus trop comment finir. On sait jamais comment finir ça. Ça va être maintenant. C'est horrible. Tu sens que les doigts ils ont collé, ils ont pas eu du mal à...